Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 23 février 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais l'heure de retrouver, comme convenu, sur le plateau de TV Finance pour un point macro, Dorothée Rouzet. Dorothée qui est chef économiste France chez Citi. Bonjour Dorothée. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de vous revoir sur notre plateau. Dorothée, hier a été publié les minutes du FOMC. FOMC, c'est la réunion qui fait suite à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le mois dernier, le ton était plutôt dovish. Hier, après la publication d'indicateurs macroéconomiques meilleurs que prévu, est-ce qu'il fallait s'attendre à un ton plus agressif, plus hawkish de la part des responsables de la Réserve fédérale américaine ? Alors, je dirais qu'il finalement, il n'y a pas eu beaucoup de surprises dans ces minutes de la Fed. Et il faut se rappeler que aujourd'hui, la lecture qu'on en fait, quelque part, c'est on lit un texte qui est un petit peu obsolète, puisque cette réunion, elle précédait les derniers indicateurs qui ont été effectivement très robustes, autant sur l'inflation corps, sur l'activité, sur le marché du travail, sur les ventes du commerce de détail, qui sont parus depuis. Donc il faut se replacer dans le contexte d'il y a 3 semaines. Maintenant, dans l'ensemble, ces minutes, elles confirment la détermination de la Fed. Les tons étaient effectivement plutôt un peu plus hawkish. Ça a pu être édité depuis, en plus en fonction des données récentes pour refléter ça. On y voit que le thème de la pause, qui le mois dernier finalement était un peu plus dans l'air, était complètement prématuré. Enfin, aucun des participants ne considérait que la discussion même d'arrêter les hausses de taux était à l'ordre du jour. Tous ont soutenu 25, certains auraient préféré 50 points de base. Donc on y relie, c'est un peu cette détermination. Et ensuite, depuis, comme vous le disiez, on a eu des données qui vont plutôt dans le sens je dirais d'une activité plus forte que prévu, d'une inflation qui risque de persister plus. D'ailleurs, ça a conduit aussi les marchés à revoir à la hausse leurs anticipations sur les décisions de la Fed. Donc pour nous, ça conforte l'idée qu'ils vont continuer avec encore au moins 3 hausses de 25 points de base aux trois prochaines réunions. D'accord, donc le 22 mars prochain, on ne s'attend pas, vous attendez pas chez Citi à une hausse de 50 points de base du taux terminal de la Fed. On pense qu'ils vont continuer par palier de 25, okay, mais que ça peut durer... que ça peut durer plus longtemps que prévu. Au moins jusqu'en juin 2024 du coup, ou 2023 ? Les hausses au moins jusqu'en juin 2023, ouais. Et ensuite pas de baisse avant le début de l'année prochaine. Alors, pas de baisse avant l'année prochaine, d'accord. Donc effectivement, on allonge un peu la durée. Du coup, se pose inévitablement la question, alors pendant ces dernières semaines, on parlait de hard ou soft landing, des économies, de l'économie américaine notamment, et depuis quelques temps, finalement, avec ces données robustes, on parle maintenant de no landing. No landing, ça veut dire en gros, globalement, l'économie, l'activité aux États-Unis poursuit sa croissance, en tout cas ne faiblit pas, avec des indicateurs qui vont dans ce sens-là. Du coup, pareil, quel scénario vous privilégiez actuellement ? Un no landing de l'activité américaine, ça a du sens ? On se pose la même question d'ailleurs pour les États-Unis, pour la zone euro. Donc, alors nous, dans nos dernières prévisions, on est passé à l'expression de less hard landing. L'idée, c'est que effectivement, on a eu plutôt des bonnes surprises sur l'activité, sur le marché du travail. L'activité résiste mieux que prévu. On évite la récession, mais en fait, quand on regarde nos prévisions de croissance mondiale, si on accepte la Chine qui déforme un peu les chiffres, on est à peu près 1% de croissance mondiale sur l'année 2023 et en comparaison historique, ça reste très faible. Donc ça reste une croissance en sous-régime. Et je dirais, la difficulté, c'est que ces bonnes nouvelles à court terme qu'on a eues, donc ça fait le marché du travail qui se tient mieux, la croissance qui se tient mieux que prévu, mais le corollaire, c'est effectivement que les craintes d'une inflation et d'une inflation sous-jacente plus persistante que prévu sont rehaussées d'autant, parce que la demande de services est dynamique, les services, c'est avant tout produit avec du travail, donc ça soutient encore le marché du travail et les salaires, et donc les craintes sur l'inflation. Et en fait, plus on a de bonnes nouvelles à court terme, plus ça accroît le risque que le poids finalement de refroidir l'inflation pèse plus fortement sur les banques centrales, que donc cet équilibre un peu délicat et toujours un peu, ce numéro d'équilibriste du soft landing soit encore plus difficile à faire, qu'elles doivent soit agir plus fort à court terme, soit garder les taux en territoire restrictif plus longtemps, et donc pour la fin d'année, pour l'année 2024, ça nous rend un peu plus prudents, je dirais, sur l'évolution. Donc le scénario du hard landing a plus de sens selon vous, du coup ?
C'est pas notre scénario principal, mais c'est un risque qu'il ne faut pas écarter. C'est un risque qu'il ne faut pas écarter. Hard landing, donc c'est la Banque centrale qui resserre de façon démesurée sa politique monétaire et qui évidemment fait chuter l'économie, met un frein brutal, un coup d'arrêt brutal à l'économie. Oui, effectivement, comme vous dites, tout le paradoxe, c'est la réouverture de la Chine, l'apaisement de la crise de gaz en Europe, les fortes dépenses de consommation américaine. Et bien finalement, toutes ces bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles pour les marchés financiers. Elles rendent beaucoup plus difficile le travail des banques centrales. Exactement. On va faire un point maintenant on va revenir sur la France, en Europe. La France, ces derniers jours, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire ont expliqué aux Français qu'il ne fallait plus avoir de crainte quant à l'évolution à la hausse des prix de la consommation. Selon Bruno Le Maire, même, l'inflation devrait commencer à refluer mi-2023, donc en juin, à partir de juin, et retrouver un niveau normal courant 2024. Est-ce que, pareil, c'est une approche complètement dogmatique, irréelle, ou au contraire, ça a du sens, on peut s'appuyer sur des données véritablement dures pour pouvoir faire ce type de prospective? Alors, nos prévisions vont dans le même sens. Il y a des raisons presque mécaniques à cela. En fait, l'inflation actuelle, on a deux types de forces un peu contraires. On a tout ce qui est lié à l'offre, aux problèmes d'offre et à l'énergie qui est en train de s'atténuer, même si ça reste à court terme important. Enfin, quand on dit l'inflation va refluer en milieu d'année, ça ne veut pas dire que ce n'est plus un problème. Et en même temps, on a plus de crainte, comme on le disait, d'un basculement vers une inflation tirée par la demande. Donc ensuite, dans nos prévisions, nous, on est un peu sur le même type de scénario. On a une inflation française qui est aujourd'hui autour de 6%, qui serait un peu plus de 3% en fin d'année et qui repasserait à 2% vers le milieu de l'année prochaine. Donc c'est à peu près effectivement les mêmes données, la même trajectoire. Et derrière, quand on regarde ce qui fait l'inflation ou ce qui a fait l'inflation jusqu'à présent, effectivement, il y a des raisons presque mécaniques. Sur l'énergie, par exemple, donc l'énergie, aujourd'hui, l'inflation est à plus de 16% sur la partie énergétique. Et un peu mécaniquement, même si les prix de l'énergie restent élevés, à partir du moment où ils n'augmentent plus ou ils n'augmentent plus assez vite, l'inflation baisse. Ok, donc, mécaniquement, c'est les effets de base, en fait. Les effets de base étaient... Donc ça contribue un peu mécaniquement à faire baisser l'inflation. Ensuite, il y a l'alimentation. Aujourd'hui, c'est la composante la plus importante. C'est ce qui contribue le plus à l'inflation aujourd'hui, avec plus de 13% sur l'alimentation. Là, pour les prochains mois, ça va encore continuer parce que la répercussion des coûts ne s'est pas terminée. Donc, au moins jusqu'en milieu d'année, ça va continuer assez fort. Ensuite, on a quand même commencé à avoir une inflexion sur les prix des producteurs. Et donc ça, au bout de 6 mois, normalement, ça commence à se refléter sur les prix que voient les consommateurs. Les prix en rayon, quoi. Alors ensuite, on a sur l'inflation totale, on a quand même 2 grandes zones d'incertitude. Sur l'énergie, on n'est toujours pas à l'abri d'une remontée des cours. Et puis pour 2024, il y a un petit peu la question, notamment sur l'électricité, de ce qui va se passer sur les boucliers tarifaires, puisque on devrait être encore quand même assez loin des prix qui auraient prévalu sans bouclier tarifaire. Donc qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Et la deuxième grande zone d'incertitude, c'est donc on en parlait un petit peu plus tôt, l'inflation sur les services. Est-ce qu'elle va continuer jusqu'où? Et ça va beaucoup dépendre de l'évolution des salaires. Alors justement, on fera un point après en fin d'interview sur justement les variables macroéconomiques qui est intéressant de regarder pour cet exercice 2023. Juste, vous parlez du bouclier tarifaire. Alors certes, qu'est-ce qu'il en sera courant 2024? Alors certes, c'est un avantage pour le porte-monnaie des ménages français, mais c'est plutôt un désavantage pour la dépense, la dette, le budget de l'État. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce bouclier tarifaire, s'il est reconduit, ce sera source d'inflation mécaniquement par la force des choses, puisque les marchés vont pricer les rendements obligataires à la hausse, les rendements obligataires français. Du coup, inévitablement, le coût du crédit va se renchérir. Les entreprises vont le réimpacter vont devoir conserver leur marge, donc réimpacter dans leur prix de vente. Du coup, par la force des choses, est-ce que finalement, on n'est pas enfermé dans une tendance inflationniste, quoi qu'il arrive, et qu'on retrouvera encore pendant des années, en fait? Alors, effectivement, sur le moyen terme, on peut se poser la question, il y a beaucoup de tendances, un peu de fonds qui peuvent nous faire penser qu'on va aller vers une inflation plus élevée que ce qu'on a connu par le passé. Que ce soit la démographie, la transition écologique, l'impact des changements de la mondialisation. Donc on a pas mal de raisons de penser qu'on va être dans un monde un peu plus inflationniste. À court terme, sur les boucliers tarifaires, oui, ils coûtent à l'État.
Leur effet de premier ordre, c'est quand même de faire baisser l'inflation. Et le coût, il est quand même moindre que, en particulier sur l'électricité, que peut-être ce qu'on peut voir au premier abord, parce qu'il est assez largement financé en fait par les contributions des producteurs d'énergie renouvelable. Donc en fait, quand les prix de l'électricité sont élevés, ces contributions des producteurs d'énergie renouvelable, qui en fait ont des contrats à prix fixe, ils versent davantage à l'État. Le bouclier tarifaire coûte plus cher à l'État. Les effets ne se compensent pas complètement, mais ça atténue quand même l'impact pour les budgets publics. Oui, d'accord. Alors effectivement, là, il est valorisé, les chiffres à 15 milliards. Le coût du bouclier tarifaire pour 2023, c'est 15 milliards. Du coup, effectivement, je pense que la balance s'équilibre évidemment. Dorothée, donc effectivement l'idée c'était effectivement, alors donc en tout cas concernant les prévisions d'inflation, vous êtes sur la même vision que le gouvernement, en tout cas vous avez les mêmes données, la même vision, donc écoutez, on verra ça et on espère que vous avez raison, en tout cas quoi qu'il arrive. Dorothée, pour finir votre intervention, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs quels sont les indicateurs que Citi regroupe, que les économistes, que les macroéconomistes regardent actuellement pour identifier les grandes tendances concernant l'inflation, concernant les niveaux d'activité. Qu'est-ce qu'on doit principalement regarder pour avoir une bonne connaissance, une bonne vision de ce que pourrait être l'économie demain? On regarde évidemment une batterie d'indicateurs. Peut-être quelques exemples sur l'activité. Alors, pour l'activité contemporaine, je dirais de manière pas très originale, on regarde les indices PMI, on regarde le sentiment de la Commission européenne, qui sont des assez bons indicateurs de l'activité presque en temps réel. Ensuite, quand on commence à regarder plutôt pour les mois à venir, aujourd'hui en particulier, un des facteurs qui va être important pour l'activité, c'est ce qui se passe sur la consommation. Donc on regarde d'assez près en fait comment évolue le revenu, alors le revenu réel des ménages, c'est-à-dire l'évolution un peu croisée des revenus, des salaires notamment, et de l'inflation. On a dans les derniers mois et dans les dernières années. Dans la dernière année, les salaires ont évolué moins vite que l'inflation. Ensuite, de trimestre en trimestre, ça peut s'inverser, ça peut redonner un peu de boost à la consommation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde d'assez près. À horizon un peu plus long, alors là ça devient un petit peu technique, mais un indicateur qu'on aime bien à 9-12 mois, c'est la masse monétaire, donc M1, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation plus les dépôts à vue, ajustée de l'inflation. En fait, c'est-à-dire c'est un peu le pouvoir d'achat de l'actif le plus liquide qu'on possède tous, qui est de la monnaie. Et ça, c'est très corrélé avec l'activité 9-12 mois après. Et cet indicateur, d'ailleurs, est plutôt un territoire assez négatif aujourd'hui, donc, ce qui renforce un peu nos craintes pour la fin de l'année. Indicateur très difficile à suivre, puisque vous parlez de M1, mais je crois qu'il y a un M2 et un M3 même. Du coup, oui, qui sont des indicateurs plus larges. Plus larges, d'accord. Mais en tout cas, plus affectés aussi par la politique monétaire. D'accord. Donc en fait, si on veut se positionner à court, moyen ou long terme, il faut regarder tel ou tel indicateur. Mais en tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est le pouvoir d'achat des ménages. De toute façon, inévitablement, c'est ce qui fait la croissance en réalité. Du coup, il faut bien le comprendre. Et la masse monétaire, comme vous dites, rapportée à l'inflation, défalquée de l'inflation, rapportée à l'inflation, comment vous le... Oui, en termes réels. En termes réels, d'accord, c'est ça, très clair. Écoutez, merci Dorothée d'avoir été avec nous ce matin. Dorothée, chef économiste chez Citi. Écoutez, merci pour toutes vos précisions et votre sourire. Merci beaucoup.